Merci beaucoup, chers confrères, chers amis. Je remercie le laboratoire Sotema de m'avoir invité. Je remercie votre association de m'avoir invité. Je remercie Dr Tsezi Etmen, toujours aussi motivé et aussi pertinent, comme d'habitude. Et donc, je crois qu'il m'a facilité un petit peu la tâche. Donc, l'objectif, il a presque tout dit. Et je vous le dis d'emblée, il n'y a pas une grande différence entre l'enfant et l'adulte. Ne serait-ce que pour la définition, c'est la même chose. Définir un diabète chez l'enfant, c'est comme l'adulte. Une glycémie en général qui dépasse 1,26, une glycémie qui dépasse 2 grammes à n'importe quel moment de la journée, une postprandiale au-delà de 2 grammes et une hémoglobine glyquée au-delà de 6,5. Ce sont les mêmes signes, la polyuropolydipsie, la perte du poids, sauf que ça peut être discret et fruste et ça peut passer inaperçu chez un bébé, d'accord, qui a les couches tout le temps mouillées et on ne fait pas beaucoup le diagnostic rapidement. La prise en charge ne diffère pas de l'adulte. L'objectif est le même, sauf qu'on démarre très tôt une maladie qui va être handicapante plus tôt. Donc l'objectif, c'est atteindre l'objectif glycémique. Ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes principes, ce sont les mêmes objectifs, sauf que ça va différer entre l'âge et la technologie. Et donc, c'est atteindre un objectif soit via le CGMS, le freestyle, l'hémoglobine glyquée ou le self-monitoring glycémique, réduire les complications dégénératives et les risques de complications aiguës, comme hypo, comme hyper, qui vont aussi entraver la scolarité et le développement neurocognitif. Et donc, il faut savoir que chez un enfant, en plus du risque de néphropathie, de rétinopathie, nous avons un risque de troubles de développement neurocognitif et d'altération de la matière, de la substance blanche et substance grise. Et donc, cet enfant, il aura des troubles de concentration, il aura un échec scolaire. Et donc, quels sont les moyens? Eh bien, c'est la même chose. C'est l'insuline d'abord, c'est l'hygiène alimentaire, activité physique et surtout l'éducation thérapeutique dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire. Et donc, chez un enfant, on ne peut pas faire de la prise en charge de l'enfant diabétique sans avoir une équipe d'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique, ce ne sont pas des postures d'éducation. On va dire, ne mange pas ceci, ne mange pas cela, fais pas ceci, fais pas cela. Non, c'est une éducation thérapeutique centrée à l'enfant, centrée à la famille, centrée à leurs besoins, en fonction de leurs moyens. Et on y va step by step. Après avoir déclaré un diabète, les gens ne vous écoutent pas. Ils sont toujours dans le déni. Donc, il y a une éducation initiale avec des objectifs de sécurité pour lui apprendre le minimum pour gérer chez lui à domicile une fois rentré. Et il y a une éducation thérapeutique de suivi où on va faire plusieurs autres on va acquérir des compétences et des objectifs pédagogiques. C'est comme l'enseignement. D'accord? Et l'éducation de renforcement, c'est quand vous avez un enfant de 14 ou 15 ans qui traîne le diabète depuis 10 ans et qui ne connaît rien. Et là, il faut le reprendre en fonction des besoins. C'est ça, la centralisation vers l'enfant. Alors, les modalités, c'est toujours 3 niveaux. C'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 3, c'est la technologie, c'est les pompes insuline. Le challenge en pédiatrie, c'est quoi? C'est qu'on fait face à un enfant en phase de développement. Et donc, on va faire face aux différentes étapes de croissance, de développement, de puberté, des maladies, la poussée dentaire, etc., etc. Et donc, à chaque fois, il y a des changements, des paramètres de correction, etc. Il faut gérer l'activité physique d'un enfant. Un enfant, il veut courir, il veut jouer, il veut faire du sport. Il faut gérer la période des maladies intercurrentes. Il faut savoir que l'impact des excursions glycémiques, il a aussi une conséquence sur le développement neurocognitif. Il faut savoir gérer l'école. Un enfant, il passe combien de temps à l'école? Il passe presque 8 heures à l'école. Et donc, les parents, ils gèrent à la maison, mais à l'école, on n'est pas aidé. Il faut gérer les repas collectifs, les collations collectives, les repas à la cantine, les signes d'hypoglycémie, qui va les corriger, les séances d'activité physique. Le prof, si ça se trouve, il ne sait pas que l'enfant est diabétique. Au Maroc, on n'a pas les fameux PAI dans nos institutions publiques, par exemple. Les fêtes, les anniversaires, les sorties, les voyages, tout ça, il faut le gérer. Et il faut surtout savoir que, et je vais vous montrer des études, les dernières études, enfin, pas les dernières, depuis toujours, on détecte une surmortalité chez les jeunes adultes diabétiques de type 1 qui ont été diagnostiqués à l'enfance ou à l'adolescence. Et oui, ça c'est clair. Et cette mortalité, elle peut être améliorée par les derniers schémas thérapeutiques et, comme vient de le souligner Dr Tsezi, par les schémas plus intensifs. Et donc, moi, je commence mon diabète à 1 an et 2 ans. C'est normal que je vais faire des complications et que j'aurai une durée de vie qui est plus faible que quelqu'un qui va la commencer à 45 ou à 50 ans. Donc ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on est toujours très, on va dire, agressif dans les schémas de l'enfant. Alors, le but, il vient de tout dire, c'est de se rapprocher au cycle physiologique de l'insuline humaine. Au moment où il y a la glycémie, il faut qu'il y ait de l'insuline. Et donc, il faut suivre toujours par une insuline basale et une insuline prandiale. Maintenant,
en fonction des moyens. Tout ça, ce qu'il vient de dire, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'à ce jour, nos médecins des différents centres de santé dans les différentes régions éloignées des structures marocaines, et j'en sais quelque chose parce que je fais beaucoup de caravanes dans le cadre de notre association Hayat, eh bien les enfants, les pauvres, ils n'ont que la mixtar. Et il faut savoir aussi changer les habitudes des médecins. Donc il faut avoir une rapide, il faut avoir une lente. Alors les rapides, en fonction des types de rapides, les ordinaires, il y a les analogues. Bien sûr, ce sont des molécules qui ont été, on va dire, changées de telle façon à ce qu'elles ressemblent, à ce qu'elles miment le plus l'insuline humaine du pancréas. Et il faut avoir deux types d'insuline. Une basale pour manger et pour corriger, pardon, une basale pour vivre, et une rapide pour manger et pour corriger. Et vous avez les différentes insulines, vous avez de l'actrapide, vous avez les analogues, l'ordinaire, la NPH intermédiaire et les analogues lents. Jusqu'aux dernières, c'est la dégludec et la Tougeo, la glargine U3, etc. Et donc, chacune, elle a des indications chez l'enfant. Il faut faire attention chez l'enfant. La première particularité, c'est qu'il y a des AMM en fonction de l'âge. D'accord ? On ne peut pas tout démarrer avant l'âge de 1 an. Il y a quelques insulines qu'on ne peut pas démarrer avant l'âge de 1 an. Toujours un avantage des analogues par rapport aux ordinaires, c'est qu'il y a moins d'hypoglycémie, moins de variabilité. Et qui dit hypoglycémie chez l'enfant de moins de 5 ans dit conséquences sur le développement cérébral. Donc gardez toujours en esprit que ce bébé, cet enfant, ne devrait pas faire beaucoup d'hypoglycémie et devrait être plus à l'aise. Bien sûr, il y a les dernières insulines, donc je passe. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi quelques biosimilaires qui viennent de sortir. Je pense au Maroc, on n'a que la Simgli et je pense qu'il y a la Basaclar, je pense, quelques centres de santé. Et donc, il y a d'autres biosimilaires qui arrivent. Ils ont l'avantage d'être moins chers. Et comme il a dit Dr Tsazi, on pourra toujours répondre au schéma le plus adapté et le plus, qui ressemble le plus au pancréas humain par des analogues tant mieux si on a des analogues, des biosimilaires qui sont moins chers et qui nous aident à atteindre notre objectif. On ne fait pas de la publicité pour les laboratoires, on doit penser à l'intérêt de l'enfant et de la famille. Chez l'enfant, la nutrition. Bon, la nutrition, un enfant, on ne va pas le priver de manger. Mais sachez que le principe, c'est une alimentation équilibrée. Et chez nous, on passe du principe, un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, on va sortir les besoins caloriques et les besoins nutritionnels d'un enfant de cet âge, tout simplement. Qu'on va dispatcher en glucides, les calories en glucides, 40%. On est contre les schémas low carb chez l'enfant. Faites attention, il ne faut pas entraver la croissance de l'enfant. Et le reste, c'est dispatché entre 30% de lipides et entre 15 et 20% de protéines. Et après, il faut avoir un plat équilibré, riche en fibres alimentaires, avec un fruit, avec une protéine d'origine animale, avec un produit laitier, etc. Et n'oubliez pas les fibres alimentaires, parce que ça protège aussi le microbiote intestinal et ça améliore l'équilibre glycémique. Alors, quelques recommandations chez l'enfant, c'est un repas équilibré, comme on vient de le dire, selon les besoins nutritionnels de son âge et de croissance et de développement, limité en sucre simple, strata, entre parenthèses. Maintenir un poids corporel idéal sans carence, d'accord ? Attention aux mamans qui veulent absolument atteindre l'objectif de 0,8 g en passant par des carences nutritionnelles. Et surtout, ne pas priver l'enfant, ne pas le frustrer, parce qu'après, ça génère des restrictions cognitives, des troubles de comportement alimentaire, il va commencer à voler. Et un enfant de 1 an et demi, 2 ans, il peut manger en cachette. Adapter les doses d'insuline à la quantité de glucides et à la glycémie instantanée. Les fameux schémas, allez, on fait 4 matins, 4 midi, 4 le soir. Non, ce 4, il est adapté à une quantité de glucides. Le choix du régime alimentaire, il doit tenir compte des habitudes alimentaires et du mode de vie. Et oui, un enfant, je ne sais pas moi, un enfant dont la maman, elle travaille, qui va être à l'école, ça va être différent d'un enfant où la maman était avec lui. Pardon, je dois être dessus. Alors, pardon. Minimiser les excursions postprandiales causées par les glucides et donc en administration précoce de l'insuline en préprandiale. Souvent, les mamans, elles préfèrent donner l'insuline après le repas parce qu'elles ne savent pas si l'enfant va manger ou ne pas manger. Mais à force d'adopter cette attitude, on va décaler le pic de la glycémie avec le pic de l'insuline. Addition d'une quantité modérée de protéines, parce que ça ralentit l'absorption de ce sucre. Substituer toujours les indices glycémiques bas par rapport aux indices glycémiques élevés et augmenter les apports en fibres et discuter avec sa nutritionniste. Qu'est-ce que j'aime manger? Il ne faut pas oublier que cet enfant, il a tout nouveau pour lui, il ne comprend rien. On ne va pas lui imposer 4 injections
et en plus ne pas manger ce qu'il veut. Et donc de temps en temps, on peut discuter et on peut introduire quelques aliments qu'il aime, mais tout en sachant faire l'équilibre entre les choses. Il faut savoir aussi que les repas très riches en protéines et très riches en lipides, et ceux qui font de l'IF, ils peuvent aussi impacter la glycémie capillaire et le profil glycémique 3 à 5 heures après le repas. Il te jure qu'il n'a rien mangé entre le repas, il a raison, mais il a fait un pic tardif parce qu'il a pris des pâtes, un tacos, une pizza qui est trop riche en gras. Et donc, on sait maintenant qu'il faut apporter plus d'insuline et surtout qu'il faut partager en deux la dose d'insuline rapide sur les 3 heures. Je ne dis pas qu'il faut s'injecter avant 3 heures, je dis que la dose prandiale devrait être dispatchée en 40%, 60% ou 50-50 ou whatever en fonction des conditions. Alors, je pense en gros. Alors, un petit cas clinique, juste pour démarrer, vous avez un enfant, en général, il déclare son diabète comme tout le monde, un enfant de 9 ans, 28 kilos, il est prépubère, polyurie, polydipsie, asthénie, troubles digestifs, voilà. Le médecin, il est très vigilant. Même s'il vient chez lui pour des troubles digestifs, il pense au diabète, parce que n'oubliez pas que l'acidocétose est le don des troubles digestifs. On fait une glycémie, 4 grammes, pH veineux 7, bicarbonate 4, potassium faussement normal, 4,5. Est-ce qu'il faut chercher la calémie corrigée via le pH? Faites attention parce qu'il y a des hypocalémies. Et il a de la glycosyrurie, de l'acétonurie, et son diabète est confirmé, il a 12%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, je pense que c'est pas en... j'ai une... S'il vous plaît? Ada diaporama? C'est en diaporama? Non? Je ne suis pas sûre, parce qu'elle dit des animations. Donc, c'est un diabète. Alors, première des choses, je ne l'ai pas écrit, mais je dois le dire, il ne faut jamais démarrer le traitement par insuline chez un enfant à la maison. Toujours le faire à l'hôpital. Cette fois-ci, il est en acidose. C'est clair que c'est le cas. Mais même s'il est à 7,5% d'hémoglobine glycémie à 2 grammes, et que vous voudriez démarrer de l'insuline chez l'enfant, sachez que la maman ne comprend rien au début. Elle n'est pas médecin, même si elle est médecin. Donc, il faut démarrer dans une structure hospitalière qui fait le diabète de l'enfant. Donc, ça va commencer par une réhydratation. Ne jamais apporter l'insuline en premier, parce que cet enfant ne va pas mourir de ses 4 grammes, de ses 12% tout de suite. Il va mourir de sa déshydratation et de son hypokaliémie. Et donc, si on apporte l'insuline avant d'apporter une réhydratation et une correction des troubles ioniques, on risque de provoquer des troubles de rythme cardiaque. Et donc, il a été réhydraté pendant 2 heures, puis on passe au protocole, au schéma thérapeutique de l'insuline IV, et c'est amélioré après 48 heures. Et maintenant, vous avez la responsabilité de faire le relais par voie sous-cutanée. Quel protocole vous allez choisir? Quelles insulines et quelle dose? C'est la question que se posent beaucoup de confrères devant un enfant. D'accord? Ils savent très bien traiter un adulte, mais chez un enfant, ils sont un petit peu... Alors, les critères de choix. On ne vient pas imposer à un enfant quelconque schéma. Oui, l'idéal, c'est la pompe insuline, mais après, on va faire ce qu'on appelle un diagnostic éducatif. La maman, qaria ma qariash, un alphabet, qu'est-ce qu'ils ont, les moyens financiers, etc. Quel schéma thérapeutique? Eh bien, l'âge de l'enfant, hein, l'AMM du produit. Je prescris un produit, est-ce qu'il a l'AMM à 6 mois ou 1 an, par exemple? Le degré d'autonomie, le mode de vie, qu'est-ce qu'il mange? Le régime alimentaire, l'activité physique, est-ce qu'il est sportif? Où est-ce qu'il mange le repas du midi? Ben, s'il doit manger, s'il doit faire un basal bolus, ben, il faut assurer que quelqu'un fasse l'injection à midi. Si par malheur, il n'y a personne qui va faire l'injection à midi et qui mange à la cantine, on ne va pas faire sortir la maman de son boulot pour aller faire l'injection. Donc après, on peut faire avec ce qu'on a. C'est ça le problème, c'est ça le challenge. C'est qu'on ne peut pas toujours, c'est ça le terrain, appliquer l'idéal. Le repas du midi, donc s'il se passe à l'école, et si l'infirmière, comme anormalement dans quelques écoles publiques, ils ne veulent pas faire, parce qu'ils doivent normalement faire, même des écoles privées, entre parenthèses, qui doivent avoir une infirmière, ils ne veulent pas prendre cette responsabilité. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on va voir le schéma thérapeutique. 3 injections ou 2, et le niveau socio-économique, mutualiste, etc. Et maintenant, c'est vrai, tout le monde a une AMO, mais c'est différent. Quand je touche 1500 dirhams, j'ai une AMO, il faut d'abord acheter l'insuline à 900 dirhams pour se faire rembourser. Donc là aussi, est-ce qu'il a de l'insuline disponible dans les centres de santé, dans les BMH? Et voir ce qu'il y a, et on peut confectionner notre sauce, notre protocole en fonction des besoins, toujours centré à l'enfant et à la famille. Maintenant, quelles insulines? Alors, ça dépend aussi de l'AMM de l'enfant. Serait-ce en seringue ou là, en peine, l'idéal, c'est les stylos chez l'enfant pour ne le faire moins mal.
Et c'est aussi en fonction de la disponibilité au niveau des structures de santé publique. L'insuline ordinaire, elle existe toujours au flacon. On ne peut changer d'attitude et d'habitude que lorsqu'on n'aura plus ces anciennes insulines. Mais elles sont toujours fabriquées parce qu'il y a des pays qui en ont besoin. Du niveau socio-économique, ça on en a parlé, du programme scolaire et du degré d'acceptation de la maladie, d'accord? Est-ce qu'il est possible d'injecter à midi ou pas? Et bien sûr, des moyens d'autosurveillance. Quand vous avez des bandelettes qui ne sont pas remboursées et quand il faut faire un basal bolus, il faut au moins 3, 4, jusqu'à 6 glycémiques capillaires par jour. Ça coûte combien le flacon de 50 ou de 25 bandelettes? C'est un budget. Et donc, si maintenant vous exigez 4 piqûres par jour, voilà, il faut en avoir les moyens. Voilà. Maintenant, s'il y a le freestyle, la pompe, c'est très facile. Quelle dose d'insuline? Alors, la dose journalière, elle est variable. Elle dépend aussi d'autres facteurs de variabilité, l'âge, c'est en fonction du poids, l'âge, les besoins. Le stade pubertaire. Un enfant de 1 an qui vient de démarrer son diabète, ce n'est pas un adolescent de 14-15 ans en pleine puberté, en pleine croissance pubertaire, hormones de croissance, insuline-résistance, hormones sexuelles et qui traîne 10 ans de diabète. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes besoins. Donc la durée, la phase de diabète, un enfant en phase de lune de miel, les besoins ils sont presque nuls. Le niveau de contrôle glycémique, c'est l'hémoglobine glyquée. Les maladies intercurrentes, l'activité physique. Si je fais plus de sport, j'ai plus de sensibilité à l'insuline et donc je peux avoir de faibles besoins par rapport à quelqu'un qui est stationnaire, qui est sédentaire. Et l'activité physique programmée. Si je vais faire une activité physique, eh bien, je ne vais pas mettre la dose totale. Je sais qu'il faut baisser, qu'il faut prendre en considération le sport. Et tout ça, comme on a dit, ça se fait dans des séances d'éducation thérapeutique, step by step. Et finalement, les doses d'insuline, elles doivent varier entre 0,5 unités par kilo par jour chez le tout petit, 0,6, 0,7, 0,8, jusqu'à 1, 1,5, voire même 2 chez l'adolescent de très grande taille en plein pic de croissance pubertaire. Voilà. Et donc, la bonne dose, finalement, c'est celle qui va donner le meilleur équilibre en évitant les hypos et les hyper et les excursions glycémiques. Et restez là, d'accord? Les techniques d'injection, oui, les seringues existent toujours. Faites attention, les seringues. Il y a des seringues qui sont dosées à sharta, 2 unités. Un trait avec 2 unités. Et il y a beaucoup d'erreurs des fois. Les enfants, ils ont tendance à se faire piquer en excès doublement. Les autres, les 0,5 ml, c'est une unité égale un trait. Il y a des stylos avec demi-unité qui n'existent pas au Maroc, malheureusement. Voilà, il y a les pompes insuline qui ont des indications, celles dont vient de parler Dr Tsezi, je pense que j'ajoute en plus qu'elles sont, je pense, dites-moi si c'est le contraire, je pense qu'elles sont remboursées, je pense qu'elles sont remboursées. Voilà. Et l'iPort, c'est ce dispositif où on peut injecter l'insuline chez l'enfant qui fait une phobie, surtout les premiers jours, une phobie de l'injection. Et c'est une galère, mais attention, ne le faites pas avec les pennes. Parce que les aiguilles de 4 ou 5 mm, elles ne pénètrent pas très bien l'iPort. L'iPort, si vous voulez le faire, faites-le par la seringue. Voilà. L'injection doit être en sous-cutané. Faites attention, elle ne doit pas être au-delà de 4 mm, parce que si tu ne respectes pas un pli avec une aiguille de plus de 4-5 mm, tu risques de la faire en intramusculaire et là, tu risques de faire une hypoglycémie. Donc, c'est pour ça qu'on est à l'aise avec une 4 mm. On fait un pli où on rentre latéralement avec une 5 ou une 6. Et les sites d'injection, faites attention, il faut changer les sites d'injection parce qu'à force de s'injecter dans le même endroit, que l'enfant exige, maman, je la fais, mais à condition, ici, pas là, non, ici, pas là. Il fait des caprices parce que ce ici, c'est une lipodystrophie, il a pas mal. Et du coup, il ne reçoit pas tout. Elle donne 4 unités, il n'a reçu que 2 unités. Et par malheur, le lendemain, elle fait 4 unités dans une donne qui n'est pas dure. Et il va faire une hypoglycémie. Et la pauvre, elle ne va pas comprendre pourquoi il fait des hypos et des hyper. D'accord? On peut tout savoir et le site d'injection, il peut tout foirer. Et on arrive au schéma thérapeutique. Et comme je viens de le dire, en fonction de toutes ces données cliniques, sociologiques, culturelles, on va décider du schéma thérapeutique. Adaf l'iman, quand on n'a rien, c'est inconventionnel. Et comme il vient de dire le Dr Tsezi, c'est le schéma le moins adapté à la physiologie humaine. Mais croyez-moi, j'ai fait Rachidia et région, Ezilal et région, Wawizart, Demnet, et j'ai été dans des endroits très, très enclavés. Et croyez-moi, il n'y a que la mixtare, malheureusement, qui circule toujours. Et ça fait mal au cœur. C'est des enfants qui ne connaissent rien de la maladie, sauf qu'aller chercher des insulines et piquer. J'ai vu un enfant qui a une seringue.
il l'utilise depuis 6 jours. 6 jours. Des grosses bosses de lipodystrophie, c'est catastrophique. Donc, la réalité, c'est le Maroc à double vitesse. Le petit rallye de Casablanca qui a une pompe boucle fermée et la jeune Ralia de la région de Rachidia qui n'a que la Mixtar. C'est ça, malheureusement, l'inéquité des soins. Et c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui, peut-être. Donc, un schéma conventionnel, minimum, c'est une rapide et 2 intermédiaires. Un schéma basal-bolus, c'est l'idéal. Si vous n'avez rien à email, faites une intensification du schéma, mais là, ça dépend de qui va faire l'injection à midi, qui est dispo pour la faire. Et s'il vous plaît, comme il a déjà dit Dr Tsezi, arrêtez de prescrire les prémixés, elles sont bannies, sauf quand vous avez la main forcée. La main forcée, en général, ce n'est pas sur Tanger ni sur Casablanca. Les schémas à multi-injection, ça peut être ma rapide que je vais faire en 3 injections et après, je fais une NPH la nuit, mais attention, ça, c'est avec une ordinaire qui dure 4 à 6 heures. On ne peut pas faire une rapide analogue à 8 heures, à midi, à 20 heures et faire une NPH à 22 heures. Non, parce que l'analogue ne va pas couvrir entre 11 heures et midi. Mais tu peux la faire avec une acte rapide, une jeune, d'accord? Et donc, faites attention à la pharmacocinétique. Et après, en fonction des schémas, le principe, c'est d'avoir 50%, voire plus de basal, et le reste dispatché en bolus, en fonction du repas, en fonction de l'activité physique, en fonction... Parce que la maman me dit, mais à l'hôpital, on m'a donné 4 ou 5. Oui, mais à l'époque, tu mangeais moins ou tu mangeais plus. Ce 4 ou ce 5, il est relatif à ce que tu as mangé, à ta glycémie concomitante et à ce que tu vas faire par la suite. C'est 3 paramètres qui rentrent en jeu. Ce n'est pas qu'une dose fixe. Si on veut faire des doses fixes, même chez l'enfant, dose fixe, repas fixe, mais l'enfant n'est pas fixe. L'enfant, il pousse. L'enfant, il tombe malade. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un carnet de suivi, qu'il faut avoir des éducateurs en permanence à leur disposition. Et bien sûr, l'idéal, c'est les pompes insulines, mais sachez que sans éducation thérapeutique, et Dr Namad peut en dire aussi quelque chose, on a des patients mal équilibrés. J'ai eu des 13% avec l'omnipode parce qu'elle refuse de la porter, parce qu'elle en a ras-le-bol de la maladie. Et donc, ne pensez pas qu'en plaçant une pompe, la technologie, en absence d'éducation thérapeutique, ne pensez pas qu'il va être équilibré. Donc, là, comme je dis toujours dans mes conférences, oui, si je voyage en business, je suis avec un confort. Mais s'il y a un crash, ben, tout le monde va tomber. Et donc, une pompe insuline, c'est très bien, c'est trop cher, il y en a qui ont les moyens, mais si l'enfant ne veut pas, et souvent, c'est les parents qui veulent et l'enfant, ils ne veulent pas. Mais sinon, autrement, c'est magnifique, ça réduit les excursions, c'est moins invasif, moins d'hypoglycémie, on peut changer les débits de base, on peut changer les débits, on peut traiter le phénomène de l'OP, on peut prévenir une hypo, surtout avec les dernières générations, en boucle, que j'appelle pas fermé, moi j'appelle semi-fermé parce que fermé quand j'interviens plus dans l'alimentation. Mais tant que j'interviens dans l'alimentation, j'ai la pompe, oui, mais je dois lui dire, je vais consommer 60 grammes de glucides. Si je ne lui donne pas le compte exact de mes glucides, ben, elle va peut-être faire n'importe quoi. Et donc, je reste toujours le pilote qui doit toujours piloter son avion, même si à un moment donné, il la laisse en automatique. Ça atténue le phénomène de l'OP, ça baisse de 20% les besoins. Il faut baisser de 20% les besoins. Donc ça, c'est aussi, comme il a dit, c'est un protocole. On ne vient pas switcher d'un protocole à l'autre sans faire d'éducation. Et ensuite, l'autocontrôle glycémique. Alors, quels sont les moyens? Alors, je ne sais pas s'il y a des moins jeunes que moi. Donc, on a commencé avec des bandelettes. En 92, quand j'ai démarré l'internat à l'hôpital, et en 96, quand j'ai commencé à prendre en charge l'enfant diabétique, je n'avais que les croix de sucre. On n'avait que les bandelettes urinaires. Après, on devait compter, etc. Après, on a eu les années 2000, les lecteurs glycémiques. Ça coûtait cher. Alhamdoulilah, ça coûte moins cher. Et après, il n'y avait pas de remboursement. Après, il y a le remboursement. Maintenant, on est remboursé à base de 3 bandelettes par jour, je pense, l'ANAM, pas plus. Et ça vient. Et les recommandations du LISPAD, la Société de diabète internationale, c'est au moins 6 à 10 tests. Alors, 6 à 10 tests, qui va les payer? Le moment d'autosurveillance, eh bien, pendant la journée, avant le repas, il n'est pas question que je fasse une piqûre sans faire ma glycémie. Ne me dis pas que tu sens les hypoglycémies. Il y a des hypoglycémies insensibles, d'accord? Autre moment, 2 à 3 heures après un repas, pour adapter les doses d'insuline des repas précédents, évaluer les excursions, et ça, on le fait très bien dans les freestyles, comme le docteur Tsezi. L'activité physique, et oui, il ne faut pas dire aux enfants, allez, tu vas jouer,
ta glycémie va baisser. Non, elle va augmenter si je fais le départ avec 3 ou 4 grammes. Qui vous a dit ça? C'est pas vrai. Elle va baisser si je suis normale, moins de 2,50 grammes. Mais à 3 4 grammes, je vais faire de l'hyperglycémie. Et donc, il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire du sport. Et là, c'est un objectif pédagogique, diabète et activité physique. D'accord? Et prévenir les hypos nocturnes. Je peux faire une hypoglycémie à 3 heures du matin parce que j'ai fait une activité la veille à 14 heures d'après-midi. Et donc, il faut savoir faire des glycémies capillaires au coucher pour évaluer et anticiper et baisser les doses d'insuline ou alors introduire une collation. Voilà. Il faut confirmer l'hypoglycémie et surveiller le rétablissement et pendant une maladie intercurrente pour prévenir les crises d'hyperglycémie. Un enfant qui a une angine, qui a une otite, qui fait de l'hyper avec l'acétose, eh bien, il doit faire la glycémie toutes les 3 heures, même avec l'acétone. Et arrive enfin la glycémie interstitielle. On vient de loin là aussi. On avait, si vous vous rappelez du fameux dispositif qu'on appelait le Guardian, qui était trop cher, etc. Maintenant, on a des freestyles. Et comme il a bien dit Dr Tziazi, ça ne sert pas qu'à scanner. Ça sert aussi, moi je leur dis, vous avez un GPS et vous continuez, comme il a dit Dr Gad Lemaleh, à demander aux gens, s'il vous plaît, Finjat Tanja ou la Finjat Royal Tulip. Vous avez un GPS, demandez-le. Et donc, nous avons des profils de glucose ambulatoire, des profils quotidiens. En plus de donner une idée sur ce qu'il y a maintenant, même tel repas, regarde ma variation, les pizzas, les pâtes, et donc je dois voir l'impact de mon repas sur tel ou tel. Et je vais comprendre qu'à travers ça, la prochaine fois, je vais faire en 2 injections, je vais augmenter, etc. Et donc, si je fais des hypos nocturnes, je vais tout voir. Et donc, il faut télécharger via il y a une application sur le téléphone, c'est sur le site LibreView. Il faut aller il faut aller créer un compte sur LibreView, www.libreview.com, et créer un compte via une adresse mail. Parce qu'en passant par le téléphone, il va vous demander un téléphone français. Et nous, jusque-là, on pirate le freestyle au Maroc, on ne l'a pas. Et donc, sinon, il faut avoir quelqu'un qui va vous donner le code sur un téléphone français. Donc, c'est vrai, hein? Donc, on va faire par mail, il va télécharger et demander, lui, le profil de glucose ambulatoire, c'est le fameux résumé, et quotidien, la variabilité et même hebdomadaire. Et on va voir un comportement, quand il se répète, là, on va changer. Et ça se fait via LibreView, c'est magnifique. Et après, vous pouvez le télécharger et le partager avec votre médecin. Et bien sûr, comme il a bien dit, ici, avoir 7% ou 6%, on a fini, j'ai fini. Je ne comprends pas pourquoi on me fait venir de Tanger pour me faire moins de 20 minutes de Casablanca. Après, il faut savoir qu'il y a aussi des objectifs glycémiques. Et pour atteindre un objectif glycémique, c'est en fonction d'une glycémie capillaire du matin ou du soir. Là, c'est très variable. Un enfant qui a une pompe et qui a la technologie de pointe et l'équipe de pointe, je peux exiger une cible de 1,20 g et de 6,5. Mais un enfant qui a une mixta ou qui a un basal bolus ordinaire ou une conventionnelle, je ne peux pas demander 6,5 et je veux un objectif de 1,20 g. Vous voyez, ça peut changer en fonction des cas, de la technologie et des moyens de surveillance. D'accord ? C'est ce que je voulais dire. L'IF, pour ceux qui font l'IF, c'est la même chose, sauf que le numérateur de l'insuline prandiale, il change. Ce n'est pas 500 sur dose totale quand ils sont trop petits, c'est 350 voire 450. Sinon, vous risquez de donner moins d'insuline. D'accord ? Les boules de correction, ils changent. Chez l'enfant, un enfant, une unité, et peut passer jusqu'à 1 g ou 1,50 g, alors qu'un adulte ou un jeune adolescent, ça baisse de moins. D'accord ? Les collations, c'est en fonction des protocoles. Ne faites pas un basal bolus alors que l'enfant, il aime bien la collation entre les repas, entre les injections. Là, ça ne marche pas. Il faut savoir quand donner une collation. La collation, elle dépend de l'activité physique et du type d'insuline, de la pharmacocinétique d'insuline. D'accord ? Alors, je vais passer rapidement. Un enfant qui va faire une hypoglycémie parce qu'il a 7% d'hémoglobine glyquée, parce qu'il prend une très forte dose, on se rend compte qu'il est sur 1 unité par kilo alors qu'il n'a que 2 ans, et il fait une gastroentérite, là, on peut arrêter la rapide, mais laisser la basale. Donc, on n'arrête jamais une insuline parce que l'enfant, il faut l'hypoglycémie. On baisse en cas de gastroentérite, mais on laisse une basale. Sinon, on va faire appel à la glycogénolyse, à la lipolyse, et on va le mettre en hyperglycémie et en cétose. À l'inverse, donc là, il faut traiter par les carbohydrates et baisser les doses d'insuline, voire arrêter la rapide. Donc, en cas de gastroentérite, avec hypo et refus d'alimentation, ne jamais arrêter la basale, d'accord ? Même dose ou moins de 20%.
Arrêt de la rapide, sauf pour correction. Traitement symptomatique. La même chose en cas d'hyperglycémie, pour celui qui est en train de vomir parce qu'il est en cétose et elle a arrêté la rapide, eh bien non, elle va aggraver la lipolyse, la cétolyse. Et donc, quand je suis en hyperglycémie, il ne faut pas arrêter en cétose. Même si je vomis et je refuse de manger, quand j'ai des glycémies de 3, 4, 5 grammes, au contraire, il faut donner la rapide, il faut même doubler la dose de correction, la multiplier par 1,5 parce que je suis en cétose. Voilà, ce sont les erreurs qui peuvent survenir chez l'enfant. Et donc, en cas de cétose avec hyperglycémie et vomissement et refus d'alimentation, ne jamais arrêter la rapide, contrairement à l'hypoglycémie de la gastro. Et au contraire, il faut augmenter la dose et traiter symptomatiquement. Et voilà, et donc ça, c'est la bibliographie qui souligne le fait qu'on a découvert des mortalités multipliées par 8, voire même plus, chez les jeunes diabétiques qui ont été diagnostiqués très tôt dans l'enfance et qui sont mal équilibrés. Et je vous remercie. On vous remercie, professeur Genet, pour cette présentation. Avant éducation, freestyle, après éducation. Donc finalement, je n'ai pas mis pompe ni basal bolus, j'ai mis éducation. N'oubliez pas l'éducation. Et je vous remercie.